Luc le boss Besson. Le Français parti de rien qui a gravi les échelons et a fini par tourner avec les plus grandes stars hollywoodiennes. Réalisateur de véritables chefs-d'œuvre, il cumule plusieurs centaines de millions d'entrées dans le monde, au point qu'entre 2000 et 2017, environ 30% des entrées de films français à l'étranger étaient des films réalisés ou produits par Besson. Pourtant, malgré ce palmarès qui fait honneur au drapeau tricolore, l'homme semble constamment crouler sous les critiques, tant de la presse que du public, au point qu'on le surnomme souvent l'incompris ou le mal-aimé du cinéma français, et qu'on voit régulièrement apparaître des articles et des vidéos particulièrement hostiles à son sujet. Rien que ça. Alors, pourquoi en veut-on autant à celui qui a tant fait pour notre cinéma? Est-ce que c'est parce que les Français n'aiment pas la réussite et sont jaloux? On n'aime pas la réussite, on n'aime pas ça. Tu sais, on dit toujours que quand l'arbre dans la forêt est trop grand, c'est lui qui prend la foudre. Ou est-ce dû aux très nombreuses polémiques qui l'ont suivi dans sa carrière? Personnellement, je pense que c'est encore autre chose, mais on en parlera un peu plus tard. Bonjour à tous, c'est Ménès de French Pictures, et aujourd'hui on va analyser le parcours de Luc Besson et essayer de comprendre pourquoi il divise autant au sein de son propre pays. Luc Besson naît le 18 mars 1959 dans le 15e arrondissement de Paris. Au départ, rien ne prédispose ce jeune garçon à travailler dans le cinéma puisqu'il est le fils d'un moniteur de plongée et sa plus grande passion, c'est les dauphins. Pendant toute son adolescence, il rêve donc de devenir delphinologue, mais à l'âge de 17 ans, il est victime d'un terrible accident de plongée et se retrouve contraint d'abandonner son rêve. C'est à ce moment-là qu'il se tourne vers sa deuxième passion, le cinéma. Grâce à Patrick Grandperret, un réalisateur très proche de son père, il a l'opportunité d'intégrer ce milieu très fermé, en assistant d'abord à l'un des tournages du monsieur, puis en étant assistant sur un autre de ses tournages, puis finalement Grandperret l'aidera à réaliser son premier vrai court-métrage, l'avant-dernier. Cette œuvre ingénieuse et qualitative convainc quelques investisseurs de financer la version longue du projet, Le Dernier Combat, que Luc Besson arrive à réaliser à seulement 23 ans. Quand on a fini le film et qu'on est sorti de la salle, il m'a dit, le réalisateur, à 23 ans. J'en avais 17. J'ai fait, mais comment? Malgré son budget extrêmement faible, le film réussit à se rentabiliser en faisant quasiment 280 000 entrées en salle et réussit même à être nominé au César dans la catégorie du meilleur premier film. Cet exploit permet à Besson de réaliser son second long métrage, Subway, avec cette fois-ci des acteurs stars dans les rôles principaux comme Isabelle Adjani ou Christophe Lambert. Le film rencontre un succès encore plus important avec quasiment 3 millions d'entrées en salle et 13 nominations à la cérémonie des Césars, dont 3 remportées. C'est tout simplement dément et on n'est pas au bout de nos surprises puisque Besson reviendra 3 ans plus tard avec Le Grand Bleu, long métrage qui fera cette fois-ci quasiment 10 millions d'entrées et qui finira d'inscrire Besson comme l'un des réalisateurs français les plus importants de son époque. Ça doit être la 5e fois que je vais le voir là. C'est la 5e fois que j'y vais là. Et pourquoi? C'est vraiment un très bon film. À partir de là, la machine est lancée, les boîtes de production font pleinement confiance à Besson et lui permettent d'enchaîner les gros films et les gros succès comme Nikita, Léon et surtout Le 5e élément en 97. Et c'est là que la machine va légèrement s'enrayer une première fois lorsqu'il se lance dans 2 nouveaux projets. D'abord la création d'une grosse société de production qu'il lance avec le film Taxi et la réalisation d'un autre blockbuster à l'aspect hollywoodien, Jeanne d'Arc. Alors, on pourrait être tenté de dire que ça va être à nouveau des paris gagnés puisque les 2 films vont cartonner en salle, mais ce sera aussi pour lui le début des ennuis puisque sur ces 2 longs métrages, Besson fera face pour la première fois à ce qui deviendra par la suite le fléau de sa carrière, les accusations pour plagiat. Si vous vous êtes déjà penché sur le personnage de Luc Besson, vous avez forcément déjà entendu parler de ces affaires de plagiat. Le problème c'est qu'il y a tellement de dossiers divers et variés sur le sujet que c'est parfois un peu difficile de bien comprendre de quoi on parle. On va donc tout reprendre depuis le début, en commençant par le cas de Taxi, qui est très représentatif de ce qui va lui être reproché plusieurs fois par la suite. À la suite de la sortie de Taxi en 98, 2 policiers de Montpellier portent plainte contre Luc Besson pour plagiat. Ils prétendent qu'en 1994, donc 4 ans avant la sortie du film, ils avaient envoyé un scénario très semblable à plusieurs producteurs et réalisateurs parisiens pour essayer de trouver des financements, dont Luc Besson. Ils accusent donc l'homme, à la fois producteur et scénariste du film, d'avoir lu et copié leur projet, ce qu'il refute totalement. Alors, qui dit vrai? La justice se penche sur le dossier, elle l'étudie, et elle tranche en faveur de Luc Besson. D'après les juges, les 2 scénarios sont suffisamment différents pour qu'on ne puisse pas parler de plagiat. Il n'y a par exemple pas de Taxi à proprement parler dans le scénario de Pierre Combrec et Gérard Dardet, ce qui est quand même un détail important. L'affaire est close, mais pour Besson, ce ne sera que le début d'une longue série de plaintes semblables qui vont suivre, des scénaristes en herbe qui lui reprocheront de s'être approprié leur travail après lui avoir envoyé un projet. Ça a aussi été le cas par exemple pour Colombiana. L'orchidée est déposée sur le corps des assassins de ses parents, et dans l'autre cas, dans Colombiana, il est dessiné.
ou plus récemment pour Arthur Malédiction, où un ancien étudiant de l'école de Besson l'accuse d'avoir repris l'idée de son court-métrage de fin d'année. Cela dit, compte tenu de la stature du réalisateur, il reste tout de même plausible que des auteurs en manque de succès aient voulu se faire de l'argent sur son dos. Par contre, dans le cas de Jeanne d'Arc, dont on a parlé un peu plus tôt, les choses vont être un peu plus compliquées que ça, puisqu'il sera poursuivi pour plagiat, non pas par un illustre inconnu, mais par Catherine Bigelow, réalisatrice renommée et femme à l'époque de James le Goat Cameron. Je vous la fais courte, mais au début des années 90, Catherine Bigelow, que vous connaissez probablement pour Point Break, Des Mineurs ou Zero Dark Thirty, avait voulu écrire et réaliser un film sur la vie de Jeanne d'Arc. Elle avait fait énormément de recherches sur le sujet et s'était même rendue en France pour faire des repérages. En 1996, elle fait appel à Luc Besson pour l'aider à financer le film en France. Il collabore pendant un moment, mais suite à un différend sur l'actrice principale, Besson finit par se retirer du projet, ce qui plante les possibilités de financement. Déçu, Bigelow décide de laisser de côté le projet pendant un moment, et je vous laisse imaginer sa surprise lorsqu'un jour, au cinéma, elle tombe sur la bande-annonce d'un film Jeanne d'Arc, écrit et réalisé par Besson sans jamais en avoir été informée. La réalisatrice n'en croit pas ses yeux et porte plainte contre le français pour avoir utilisé son travail sans son autorisation dans l'écriture du film. Un procès est fixé, mais l'affaire se règle finalement à l'amiable. En gros, Besson a versé une belle petite somme à Bigelow pour calmer l'affaire, autour de 3 millions de dollars selon un proche du cinéaste. On est ici face à un autre type de reproche qui est régulièrement fait à notre ami, le fait d'occulter ses collaborateurs. C'est par exemple ce qu'avait déclaré Caroline Bongrand en parlant de son film Eiffel. On m'a présenté Luc Besson, et Luc Besson me dit « Cette histoire est tellement belle, je voudrais la signer. » Je lui dis « Mais écoutez, pour moi, pas de problème, on met nos deux noms. » Et il m'a dit « Non, je voudrais mon nom seulement. » Je tiens cependant à rappeler qu'on n'a aucune preuve de ce qu'elle avance, et d'ailleurs, bien que Besson ait reçu des dizaines d'accusations pour plagiat, pendant des décennies, il n'a jamais été condamné. J'en ai eu 10 comme ça. Je les ai tous gagnés parce que je n'ai jamais plagié personne. Jusqu'au jour où, en 2016, Besson est finalement sanctionné par un tribunal pour avoir plagié le scénario de New York 1997 dans l'écriture de son film Lockout. Et honnêtement, si vous avez vu les deux films, il n'y a pas à tergiverser. Il est donc condamné à verser 465 000 € aux différents propriétaires des droits du film. Alors, est-ce que sur ce coup-là, Besson a reconnu qu'il s'était un peu plus inspiré qu'il ne l'aurait dû ? Eh bien, pas du tout. Le film date de 2012, et voilà ce qu'il déclarait en 2014. J'ai écrit plus de 130 scripts dans ma vie. Et j'ai pas besoin, il y a assez de films à faire comme ça pour plagier ceux des autres. Cette attitude est assez surprenante. Après tout, Besson pourrait très bien choisir d'assumer qu'il s'inspire un peu à gauche à droite, comme le font d'ailleurs tous les réalisateurs de cinéma. Si on devait supprimer tous les films qui s'inspirent ouvertement d'une ou plusieurs œuvres, on aurait probablement plus grand chose à regarder. D'autant que, comme il vient de le dire, Besson aurait écrit plus de 130 scripts. C'est phénoménal, et il paraît évident qu'avec un nombre pareil de récits à son actif, l'originalité devient de plus en plus difficile à trouver. Et puis l'art, j'ai envie de dire, ça appartient à tout le monde. Sauf que non, c'est absolument pas le point de vue du monsieur. Je vous récite ici une citation mot pour mot de Luc Besson, à laquelle j'ai rajouté quelques petites illustrations. Je pense que quand on fait un film, il faut puiser partout, sauf dans d'autres films. Le cinéma qui se nourrit du cinéma, c'est consanguin, ça donne des monstres, et ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et le comble de l'ironie, c'est qu'en 2004, il avait lui-même porté plainte pour plagiat contre SFR, qui avait repris l'imagerie du 5e élément pour une de leurs publicités. Et quand on entend ce qu'il a dit à cette occasion, ça manque quand même pas de culot. Vous imaginez chez Publicis, où ils sont je sais pas combien de milliers, avec une armée d'avocats, il n'y a pas une seule personne dans cette boîte qui à un moment donné s'est dit ça ressemble pas quand même un peu au 5e élément. C'est évident. Je pense qu'ils sont capables d'aller au-delà de la copie. Je pense que les créatifs des agences sont suffisamment bêtes et arrogants pour avoir l'impression qu'ils créent quelque chose. Cette dernière phrase est peut-être ironiquement celle qui décrit le mieux la mentalité de Luc Besson. Il n'est pas impossible que l'ego de ce cinéaste soit si important qu'il le pousse à s'auto-convaincre qu'à partir du moment où il arrive à modifier suffisamment une idée et se l'approprier, eh bien ça en fait une idée originale. Et quand on cherche à comprendre pourquoi ce personnage divise autant, il est indiscutable que la question de l'ego du monsieur y est sans doute pour quelque chose, même si je pense que c'est plus compliqué que ça, mais on y reviendra un peu après. Au final, quoi qu'on en dise, il faut bien reconnaître que c'est cette méthode de travail, parfois peu morale mais acharnée, accompagnée de cet ego surdimensionné, qui ont été les ingrédients qui lui ont permis de devenir une personnalité de premier plan du cinéma français, et aussi de monter son empire EuropaCorp qui s'est imposé comme l'une des plus grosses sociétés de production sur notre territoire. Mais malheureusement pour lui, ce sont ces mêmes ingrédients qui vont précipiter sa chute et celle de son empire quelques années plus tard. Plagiat ou pas, grâce au succès de Taxi, Besson peut lancer sa société EuropaCorp et enchaîne les succès en produisant des films comme Yamakasi, Danny the Dog, Banlieue 13 ou encore Le Transporteur.
Très rapidement, la société prend énormément d'ampleur et devient capable de sortir quasiment 10 films par an tout en gardant une excellente santé financière, le rêve de tout producteur. Quelle est la recette de ce succès? Quand on pose la question à Besson et à son associé sur le sujet, ils répondent qu'ils doivent cette réussite à 3 principes fondamentaux. Retenez-les bien parce que vous allez voir qu'encore une fois, par la suite, ça ne va pas manquer d'ironie. Le premier, c'est de toujours produire des films de qualité. Bon, qu'on aime ou pas, il faut avouer qu'au niveau des entrées, les films d'EuropaCorp savent plaire au public. Le deuxième, c'est de ne jamais prendre le risque de trop s'endetter. Essayer au maximum de compter sur ses fonds propres pour investir, afin de ne pas se retrouver à ne pas pouvoir rembourser et finir sur la paille. On y reviendra. Le troisième, c'est de ne jamais embaucher plus que de raison. C'est-à-dire que même si c'est plus confortable et plus classe d'avoir une très grosse équipe, ça coûte aussi très cher, et dans le milieu du cinéma, il vaut mieux faire appel à des prestataires extérieurs, même si c'est moins confortable. Vous avez bien suivi? Eh bien encore une fois, Besson va faire tout l'inverse de ce qu'il dit. En 2014, il s'endette à hauteur de 450 millions d'euros auprès des banques pour financer une filiale de distribution aux États-Unis, ce qui est juste une somme délirante par rapport à la taille de sa boîte. En plus de ça, depuis 2017, il a investi dans une société de séries télévisées, une maison d'édition, des salles de cinéma, une chaîne télé, une école de cinéma, des studios de cinéma et surtout la fameuse Cité du cinéma, énorme complexe dans lequel on retrouve les bureaux de sa production, des salles de montage, un loueur de matériel, ses studios, enfin bref, tout ce dont il pourrait avoir besoin pour faire un film. Il se retrouve au final avec plus d'une centaine d'employés, alors c'est bien, hein, ça crée des emplois, mais comme il le disait lui-même, ça fait énormément de dépenses, et les films d'EuropaCorp se doivent alors de faire énormément d'entrées si la société ne veut pas couler. Il est cependant très confiant car en 2014, il a sorti 8 films dont plusieurs ont cartonné comme Lucie, ce qui a généré 16 millions de bénéfices cette année-là. Il n'a donc pas peur de faire un emprunt de cette taille. Et c'est là qu'il se plante complètement. En 2015, la société ne sort que 3 films, et bien que parmi eux se trouvent Taken 3 et Le Transporteur 4, cela ne suffit pas à compenser les coûts de la société, et ils perdent donc 27 millions d'euros cette année-là. En 2016, ils ne sortent que 2 films qui en plus se plantent, et ils accusent alors une perte de 119 millions d'euros supplémentaires. Ça commence à vraiment piquer fort, mais ils ont encore un atout dans leur manche puisqu'ils comptent sur la sortie du film Valérian en 2017, très gros blockbuster sur lequel ils ont énormément investi pour se renflouer. Le film sort, et vous connaissez probablement la suite, il se plante aussi, surtout aux États-Unis, et comme il était distribué par la fameuse filiale aux États-Unis, c'est d'autant plus catastrophique. À la fin de l'année 2017, la société EuropaCorp est déficitaire de 82 millions d'euros supplémentaires. Ils n'ont plus de cartes à jouer, ils ont accumulé une perte de 228 millions d'euros sur les 3 dernières années, sachant qu'ils venaient juste de s'endetter à hauteur de 450 millions, c'est la banqueroute. Ils doivent revendre ou fermer quasiment tout ce dans quoi ils ont investi, les salles de cinéma, l'école, les séries télé et même leur studio de cinéma. La société passe de 118 salariés à 41 et à la suite de l'échec du film Anna en 2019, EuropaCorp est placé en procédure de sauvegarde, son action s'écroule et elle est finalement revendue à un grand groupe américain en 2020. Fin de partie pour Besson, c'est évidemment un résumé très rapide des événements, mais ça permet un peu de voir comment l'ambition démesurée du monsieur aura finalement amené un empire vers sa chute. Et qu'est-il advenu de Besson après ça? Eh bien, il a abandonné presque totalement sa casquette de producteur et se consacre à nouveau pleinement à la réalisation. Et c'est comme ça qu'on le retrouve en 2023 avec Dogman, film à la tonalité sombre se rapprochant de ses premiers films tels que Léon ou Subway, et malgré une maxi promo et des critiques plutôt correctes, le film fera à peine 280 000 entrées en France pour un budget de 20 millions, devenant le plus faible score de sa carrière. Alors, est-ce que le réalisateur est devenu plus nul que jamais? En réalité, l'échec de ces 2 derniers films sont en grande partie dus à la réputation du réalisateur qui s'est écroulée en 2018, année où il fera face pour la première fois à une accusation de qui va finir d'achever sa carrière. En mai 2018, l'actrice Sandra Van Roy dépose une plainte pour viol contre Luc Besson au lendemain d'un rendez-vous avec lui à l'hôtel Bristol. Celle qui a joué dans Valérian et Taxi 5 affirme vivre sous l'emprise du cinéaste depuis 2 ans, être contrainte à des relations sexuelles avec lui et ne pas avoir parlé plus tôt par peur d'être blacklistée. À l'appui de sa plainte, le rapport des unités médico-judiciaires fait état de marques sur son corps qui pourraient être compatibles avec les dires de la plaignante. J'ai dit arrête. Et pour moi, il était sadique. Parce que il savait que ça faisait mal. Il a vu que je pleurais. Et il continue. De son côté, Besson nie les faits en bloc et admet qu'il s'agit d'une relation extra-conjugale, mais consentie. Ce n'est pas la première fois que les rapports entre Besson et la gente féminine sont mis en cause, lui qui en 1992 avait épousé l'actrice Mai Wen, qui était seulement âgée de 16 ans alors qu'elle en avait 32. Cependant, à l'époque, les mariages avec des mineurs ne faisaient pas vraiment scandale, et Mai Wen n'a jamais dit être traumatisée par cette histoire, donc même si on peut trouver ça alarmant de faire un enfant avec une ado, cela ne l'avait pas gêné pour la suite de sa carrière. Mais en 2018, avec la montée du mouvement MeToo et la libération de la parole des femmes, c'est une toute autre histoire. Surtout qu'en parallèle de la plainte de Sandra Van Roy, 8 autres femmes dénoncent dans une enquête publiée par Mediapart avoir été victimes de comportements sexuels inappropriés et d'un abus de pouvoir de la part de Besson. Pourtant, de son côté, le producteur s'est toujours défini comme un fervent allié des femmes et de leur combat.
We should put women to give the power to women, and we should go in holiday. Il y a beaucoup d'hommes qui ont fait vraiment des choses sales et qu'il faut poursuivre, et évidemment, et je suis à fond pour. Par contre, parmi celles qui ont eu l'occasion de le fréquenter, elle donne des versions bien différentes de la philosophie du cinéaste. Et du coup, bon, je me lève à un moment, on se dit au revoir, enfin il me dit on va se revoir, et là, effectivement, il me prend par la fesse, et il me presse contre lui. Pour ces 8 femmes, le parquet ouvre des enquêtes préliminaires, mais pour la plupart, les faits sont prescrits. Pour Sandra Van Roy, après enquête, le parquet de Paris estime n'avoir pas pu caractériser l'infraction dénoncée et classe la plainte sans suite en 2019. L'actrice se constitue partie civile pour faire reprendre l'enquête, mais la juge d'instruction qui est en charge prononce un non-lieu en 2021. Sandra Van Roy ne lâche rien et fait appel, mais la Cour de cassation la rejette. L'actrice ne démord pas et annonce saisir la Cour européenne des droits de l'homme. De plus, estimant qu'il n'y a pas eu de véritable enquête en France, elle porte plainte en Belgique. Depuis, l'affaire est toujours en cours. Bon, en l'absence de preuves, on est face à une situation de parole contre parole, et on ne peut pas considérer Luc Besson comme étant coupable. Mais le grand nombre de témoignages contre lui reste quand même inquiétant, surtout que le monsieur a dit un truc très vrai. T'as dit un truc très vrai que j'ai vu. T'as dit attention, pour une femme qui ment, il y en a 99 qui disent la vérité. Non, il y en a, je pense qu'il y en a même plus que ça. Ouais, bah bon, pour une qui ment, il y en a 1000 qui mentent pas. Donc, selon son propre raisonnement, 9 femmes qui mentent, ça commence à faire beaucoup. Le fait est qu'il a pour le moment été déclaré innocent et que personne n'est en mesure de prouver le contraire. À la suite de ce non-lieu, il aura donc de nouveau accès à de nombreux plateaux télé qui, pour beaucoup d'entre eux, participeront à essayer de redorer son image. Merci d'être là. Et vous sentez très bon. C'est gentil. Mais cela sera vraisemblablement insuffisant aux yeux du grand public. En tout cas, c'est ce que les entrées de Dogman laissent supposer. Une telle radicalité de la part du public peut sembler surprenante, parce que par exemple dans le cas de Polanski, cela n'a pas empêché son film J'accuse de faire 1,5 million d'entrées malgré une sortie plus que compliquée. Cela nous permet de revenir à notre question de départ, pourquoi les Français sont-ils si prompts à détester Besson? Qu'est-ce que cet homme a fait pour avoir son propre pays à dos? Je sais pas d'où ça vient. Enfin, il est méprisé, un peu snobé en France, bon, c'est bizarre. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que les 3 affaires dont nous avons parlé peuvent nous permettre de déceler le fameux problème qui a toujours empêché Besson d'être pleinement apprécié au sein de l'Hexagone. Et pour cause, il s'agit de quelque chose que le public français déteste par-dessus tout, j'ai nommé l'hypocrisie. En tant que personnalité médiatique, c'est plus fort que lui, Besson cherche toujours à tout prix à se faire passer pour l'homme parfait. Il est philanthrope, il lutte contre le plagiat, il n'est pas cupide, et c'est même l'homme le plus engagé du monde pour la cause féminine. Et systématiquement, quand on y regarde de plus près, on découvre l'exact inverse. Même quand on l'interroge sur des choses qu'il ne peut pas nier, comme par exemple le fait qu'il peut être un peu tyrannique sur ses tournages. On dit que c'est un metteur en scène exigeant. Brutal, ouais. Presque dictatorial parfois. Il reste malgré tout incapable d'admettre le moindre défaut concernant sa personne. Tyrannique. Non, je crois pas, mais bon. Cette attitude a eu pour effet d'en pousser beaucoup à remettre en question la sincérité de chacun de ses combats, comme par exemple sa lutte pour l'environnement ou pour l'accessibilité du cinéma dans les banlieues, qui ont alors été vus comme des simples moyens pour lui de se faire mousser. Pareil pour son école de cinéma gratuite qui se revendiquait d'offrir un accès au monde du cinéma aux plus démunis et qui a très vite été accusée d'être une fabrique de techniciens bénévoles. Besson se sert d'étoiles dans les yeux pour exploiter ses étudiants. Toujours est-il qu'à l'heure où je vous parle, Luc Besson n'a pas raccroché les gants et travaille sur son prochain film Dracula qui sortira l'année prochaine. L'occasion de voir si en continuant à se concentrer sur sa passion de départ, abandonnant ses casquettes de businessman, bâtisseur, éducateur, politicien, militant, et en se concentrant sur sa capacité à faire des bons films, Luc Besson sera capable de reconquérir le cœur des Français. Parce qu'au final, c'est incontestablement là où il est le meilleur, et c'est probablement la seule chose qu'on a véritablement attendu de lui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, pensez à liker et à vous abonner. On a fait d'autres vidéos dans le même genre, donc allez les voir si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse des vidéos sur d'autres personnages notables du cinéma français, polémique ou pas. Prenez soin de vous. Ciao, la MIF.